Ma mère m'a abandonné pour pouvoir jouer à la maman avec sa nouvelle famille. Des années plus tard, elle veut renouer les liens parce qu'elle est dans une sale situation. Salut Reddit. Ma mère m'a laissé tomber à 12 ans pour jouer à la parfaite petite femme au foyer avec sa nouvelle famille. 18 ans plus tard, elle est réapparue, ayant besoin d'un rein. J'avais quelques idées à ce sujet. Accrochez-vous bien. Ça va devenir dingue. Je m'appelle Jack, j'ai 30 ans, et cette histoire commence quand j'avais environ 11 ans. Mes parents se sont séparés quand j'en avais 9. Au début, c'était le divorce classique. Mon père m'avait les week-ends, ma mère la semaine. Tout le monde faisait semblant d'être civilisé aux événements scolaires tout en se haïssant secrètement. Mon père était plombier. Un homme bien. Il travaillait dur. Il arrivait à mes matchs de baseball couverts de taches de graisse, car il venait directement d'un chantier. C'était le genre de père qui vous aidait à construire une cabane dans les arbres un samedi et qui savait vraiment se servir des outils. Il vivait dans ce petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, qui sentait le café et la sciure de bois. Ma mère travaillait comme secrétaire médicale dans un cabinet de médecine générale. Elle a toujours été obsédée par le statut social et les apparences. Même quand ils étaient mariés, elle se plaignait que le travail de mon père était indigne de nous et de notre quartier, comme si nous vivions dans une zone de guerre plutôt que dans un quartier parfaitement normal de la classe moyenne. Après le divorce, elle est devenue pire, a commencé à s'habiller différemment, à sortir plus souvent, se plaignant de la moindre chose que je faisais. J'étais juste un enfant qui essayait de s'adapter à la séparation de ses parents. Mais apparemment, je gâchais son style. Quand j'ai eu 11 ans, elle a commencé à fréquenter un certain Douglas. Banquier d'investissement ou conseiller financier, ou quelque chose d'aussi ennuyeux qui rapportait bien. Le genre de type qui portait des montres de marque et parlait de sa voiture comme s'il s'agissait de son premier-né. Il conduisait une BMW et vivait dans une de ces résidences fermées où toutes les maisons se ressemblaient, mais coûtait un demi-million d'euros. Je l'ai détesté immédiatement, non pas parce qu'il sortait avec ma mère, j'avais accepté que cela allait arriver tôt ou tard, mais parce qu'il me traitait comme un meuble gênant fourni avec l'appartement. Il venait chercher ma mère et reconnaissait à peine mon existence. Si je regardais la télévision, il demandait à ma mère si, le gamin, pouvait aller dans sa chambre pour qu'ils aient une conversation d'adulte. Si je voulais raconter à ma mère ma journée à l'école, il m'interrompait pour parler de son travail ou d'un restaurant qu'il devrait essayer. C'était de constantes petites piqûres pour me rappeler que je n'avais pas ma place dans la nouvelle vie qu'il construisait. Ma mère, cependant, se laissait prendre au jeu. Elle riait à ses blagues stupides et lui touchait le bras comme s'il était la personne la plus fascinante du monde. Pendant ce temps, j'étais assis juste là et elle oubliait que j'existais. 6 mois après le début de leur relation, elle m'a fait asseoir pour une grande discussion. Ça n'est jamais bon. Rien de bon ne commence jamais par un parent qui veut avoir une conversation sérieuse avec vous. Il s'est avéré que Douglas l'avait demandé en mariage. Ils allaient se marier. Et voici le hic, Douglas avait 2 enfants de son précédent mariage, des jumelles, Sophie et Claire, qui avaient 8 ans à l'époque. Il avait la garde complète, car son ex-femme était partie en Europe pour le travail et les avait plus ou moins abandonnés. Nous allons former une vraie famille maintenant, a dit maman. Comme si notre famille précédente n'avait été qu'une sorte d'essai qui ne comptait pas. J'ai demandé où je dormirais, puisque sa maison n'avait que 3 chambres, la chambre principale, une pour les jumelles, une pour son bureau à domicile. Elle a eu ce regard mal à l'aise et a expliqué qu'il travaillait sur des solutions. Peut-être convertir le garage ou aménager le sous-sol, éventuellement. Éventuellement. Génial. Le mariage a eu lieu rapidement. 3 mois plus tard, ils se mariaient dans un lieu chic avec une sculpture de glace et un quatuor à cordes. J'étais techniquement dans le cortège, mais je me sentais comme une pensée après coup. Les jumelles étaient des filles de fleurs et recevaient toute l'attention. Je me tenais là dans un costume inconfortable qui n'était pas à ma taille pendant que tout le monde s'extasiait sur la beauté des petites filles. À la réception, j'étais assis à la table des enfants avec les jumelles et quelques cousins que je n'avais jamais rencontrés. Maman et Douglas étaient à la table d'honneur, ayant l'air d'avoir gagné au loto. Je les regardais rire, danser et jouer la belle-mère parfaite pour ses filles, et mon cœur s'est senti vide. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Emménager dans la maison de Douglas, c'était comme être rétrogradé de membre de la famille à simple invité. Les jumelles ont eu la grande chambre avec salle de bain attenante et dressing. Le bureau à domicile de Douglas est resté intact. J'ai eu un canapé-lit dans ce qui était essentiellement un débarras près du garage. Pas même une vraie pièce,
juste un espace où il gardait les décorations de Noël et de vieux meubles, avec un canapé qui se dépliait en un lit qui sentait la naphtaline et dont les ressorts vous rentraient dans le dos. C'est temporaire, a promis maman. Juste jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour la rénovation du sous-sol. La rénovation du sous-sol n'a jamais eu lieu. Ce canapé fut mon lit pendant l'année suivante. L'école était mon échappatoire. Je partais tôt, je restais tard pour n'importe quel club ou activité qui voulait de moi. Entraînement de baseball, club d'échecs, je me portais même volontaire pour aider le concierge parfois, juste pour éviter de rentrer à cette maison. Le concierge, Monsieur Peterson, était plutôt cool. Il me laissait organiser les fournitures dans la réserve et parlait avec moi de sport et de choses normales. À la maison, je suis devenu invisible. Le monde entier de maman tournait autour de Sophie et Claire. Elle leur préparait des petits déjeuners élaborés, des crêpes en forme d'animaux, des fruits frais, le grand jeu. Moi, j'avais un bol et une boîte de céréales. Elle passait des heures à les aider avec leurs devoirs, s'assurant qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin pour l'école, assistant à chacune de leurs activités. Moi, j'avais de la chance si elles se souvenaient de signer mes autorisations. Douglas était encore pire. Il me faisait clairement comprendre que j'étais un étranger dans sa maison. Il avait des règles pour tout et elles semblaient toutes conçues pour me rendre la vie difficile. Pas de télévision après 20 heures. Pas d'amis sans un préavis de 2 semaines. Pas de nourriture dans les zones non autorisées, c'est-à-dire à peu près n'importe où il faisait bon. Mais les jumelles, elles, pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Elles regardaient des films jusqu'à minuit, invitaient des amis constamment, laissaient des goûters partout dans la maison. Quand je soulignais ce double standard, Douglas me répondait que j'étais plus âgé et que je devais donner le bon exemple. J'avais 12 ans, elles en avaient 9. Quel genre d'exemple étais-je censé donner depuis mon lit de débarras? Le pire, c'était de regarder ma mère se transformer en une personne complètement différente. Elle avait toujours été un peu exigeante, mais avec Douglas, elle est devenue cette épouse modèle qui répondait à tous ses caprices et s'extasiait sur ses filles comme si elles étaient de la royauté. Elle passait des heures à coiffer les jumelles avec des tresses élaborées. Elle les emmenait constamment faire du shopping pour de nouveaux vêtements. Elle organisait pour elles des fêtes d'anniversaire qui semblaient coûter plus que ce que mon père gagnait en un mois. Et elle publiait tout cela sur les réseaux sociaux. Mes belles filles. Tellement bénies par ma famille. Être maman de ces anges. Je n'étais pas sur les photos. Je n'étais pas mentionné. Je n'existais tout simplement pas dans sa nouvelle narration. Une nuit, quand j'avais 12 ans, j'ai surpris une conversation que je n'étais pas censé entendre. Je m'étais levé pour aller aux toilettes vers 23 heures et j'ai entendu des voix provenant de leur chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. Douglas parlait de « la situation avec votre fils ». J'ai immédiatement tendu l'oreille. Il ne s'intègre pas dans la dynamique familiale, disait Douglas. Les filles sont confuses de le voir toujours traîner en faisant la tête. Ça crée un environnement négatif. Je ne faisais pas la tête. J'existais juste dans leur maison. Et apparemment, c'était déjà trop. Maman a eu une réponse douce que je n'ai pas pu entendre clairement. Puis Douglas a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, peut-être qu'il serait plus heureux avec son père. Je veux dire, soyons honnêtes. Tu le vois à peine de toute façon. Il ne s'adapte clairement pas à notre structure familiale. Les filles ont besoin de stabilité, et avoir un adolescent maussade dans les parages n'aide personne. Il y a eu une longue pause. Puis, maman a dit, d'une voix calme que je ne lui avais jamais entendue, tu as peut-être raison. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde. Je suis resté figé dans ce couloir, mon cerveau de 12 ans essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Ma propre mère discutait de me donner comme si j'étais un animal de compagnie dont on avait décidé qu'il était trop encombrant. Je suis retourné à mon canapé du débarras et n'ai pas dormi le reste de la nuit. 2 semaines plus tard, ma mère m'a fait asseoir pour une autre de ces discussions. Elle avait ce regard doux et sympathique qui me donnait envie de vomir. Mon chéri, Douglas et moi avons réfléchi à ce qui est le mieux pour toi, a-t-elle commencé. Signal d'alarme tout de suite. Quand les adultes commencent à parler de ce qui est le mieux pour vous, ils sont généralement sur le point de faire ce qui est le mieux pour eux. Elle a expliqué que je ne semblais pas heureux là-bas. Je ne m'entendais pas avec mes demi-sœurs. La situation de vie n'était pas idéale, et mon père avait maintenant un plus grand appartement, 2 chambres, donc j'aurais ma propre vraie chambre. Nous pensons que tu serais plus heureux de vivre avec ton père à plein temps, a-t-elle dit.
Nous ferions toujours des visites, bien sûr, les week-ends, les vacances, tout ça, mais ta résidence principale serait chez lui. Elle présentait cela comme un cadeau, comme si elle me rendait service en m'expédiant au loin. J'ai posé des questions sur la rénovation du sous-sol qu'elle avait promise. Elle a eu ce regard mal à l'aise et a dit qu'ils avaient décidé d'en faire une salle de jeu pour les jumelles à la place. Elles avaient besoin d'espace pour leurs jouets et leurs fournitures artistiques. Donc voilà. Ma mère choisissait sa nouvelle famille plutôt que moi. Elle choisissait ses belles-filles et leur père au détriment de son propre fils. Et elle essayait de le présenter comme si c'était dans mon intérêt. Et si je ne veux pas partir, ai-je demandé, même si, d'une certaine manière, je voulais quitter cette maison misérable. Elle a eu ce regard sévère qui signifiait que la décision était déjà prise. Jake, c'est ce qui est le mieux pour la famille. Tu es assez grand pour comprendre que parfois nous devons faire des choix difficiles. La famille. Pas notre famille. La famille. Elle avait déjà décidé à quelle famille elle appartenait, et je n'en faisais pas partie. J'ai emménagé chez mon père le mois suivant. Il était ravi de m'avoir à plein temps, même si je pouvais voir qu'il essayait de cacher à quel point il était en colère contre ma mère. Il avait pris un logement plus grand spécifiquement pour que j'aie ma propre chambre. Il m'a acheté de nouveaux meubles et m'a laissé la décorer comme je voulais. Il s'est vraiment présenté à mes matchs de baseball et aux événements scolaires. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'avais l'impression que quelqu'un voulait vraiment de moi. Les visites avec ma mère qu'elle avait promises ne se sont jamais vraiment matérialisées. Au début, elle trouvait des excuses. Les jumelles avaient un récital. La famille de Douglas était en visite. Ils avaient des plans qu'elle avait oubliés. Puis les excuses sont devenues plus faibles. Elle était fatiguée. Ce n'était pas un bon week-end. Peut-être la prochaine fois. Quand j'ai eu 13 ans, je la voyais peut-être une fois tous les 2 mois. Et même là, cela semblait obligatoire. Elle m'emmenait déjeuner, posait des questions superficielles sur l'école, consultait son téléphone constamment, puis me ramenait chez mon père, ayant l'air soulagé que son devoir soit accompli. J'ai arrêté d'essayer d'avoir de vraies conversations avec elle. À quoi bon? Elle avait fait son choix, et j'apprenais à vivre avec. Le lycée était mieux. L'appartement de mon père était proche d'une bonne école et je me suis fait de vrais amis. J'ai rejoint l'équipe de baseball, j'ai travaillé à temps partiel dans une quincaillerie, j'ai fréquenté une fille nommée Rachel, qui trouvait mon père hilarant. J'ai construit une vie qui n'avait rien à voir avec la petite famille de remplacement parfaite de ma mère. Mon père n'a jamais dit du mal de ma mère, ce que je respectais. Même quand je me plaignais qu'elle ait oublié mon anniversaire ou annulé des plans, il disait juste que les adultes faisaient des erreurs et que je devais me concentrer sur mon propre avenir. C'est lui qui m'a poussé à postuler à des programmes de formation professionnelle, qui m'a aidé à obtenir mon apprentissage d'électricien, qui croyait que je pouvais bâtir quelque chose de réel. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de ma mère étaient une constante vitrine de sa nouvelle famille. Les récitals de danse de Sophie et Claire, les vacances en famille à Disney, la promotion de Douglas, la rénovation de leur nouvelle cuisine, des fêtes d'anniversaire qui ressemblaient à des pages de magazines. Elle vivait sa meilleure vie et je ne faisais pas partie de la photo. Littéralement, elle publiait des photos de famille pendant les vacances et je n'y étais tout simplement pas. C'était comme si elle avait effacé sa première tentative de maternité et faisait semblant que les jumelles étaient ses premiers et uniques enfants. Quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée, elle est venue pendant environ 1 heure, a pris quelques photos, m'a félicité et est partie tôt parce que les jumelles avaient un événement qu'elle ne pouvait pas manquer. Je l'ai regardée s'éloigner et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste cette acceptation vide que c'était ainsi que les choses étaient. Mon père m'a emmené manger un steak et m'a dit qu'il était fier. Nous avons trinqué au soda et parlé de mon apprentissage d'électricien qui commençait cet été-là. C'est ce que la famille est censée ressentir. Je me suis jeté dans le travail. Il s'est avéré que j'étais vraiment bon en électricité. J'avais un don pour comprendre les systèmes et résoudre les problèmes. À 22 ans, j'avais réussi mon examen de compagnon. À 25 ans, j'avais ma licence de maître électricien et je gagnais un argent solide en faisant des travaux résidentiels et commerciaux. Mon père m'a aidé à acheter une petite maison quand j'avais 27 ans. Rien de luxueux, mais c'était la mienne. Je l'ai retapé moi-même, mis à jour tout le câblage, rénové la cuisine et la salle de bain. C'était agréable de construire quelque chose de mes propres mains, de créer un espace qui était vraiment le mien. Je sortais avec une femme nommée Jessica depuis environ 2 ans.
Elle était enseignante, intelligente et drôle, et elle se fichait que je travaille de mes mains pour gagner ma vie. Ses parents m'aimaient bien, me traitaient comme de la famille à leur dîner, me posaient des questions sur mon travail avec un réel intérêt. C'est là que j'ai réalisé ce qui m'avait manqué. Des adultes qui se souciaient vraiment de vous sans condition. La vie était belle. Vraiment belle. J'avais un travail que j'aimais, une petite amie que j'adorais, ma propre maison, et mon père à quelques kilomètres seulement. J'avais construit quelque chose de réel à partir des morceaux brisés de mon enfance. Puis, après près de 18 ans de contact minimal, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Nous ne nous étions pas parlé depuis près d'1 an, pas depuis un déjeuner gênant où elle avait passé tout le temps à parler des projets universitaires des jumelles et du handicap de golf de Douglas. Jake, sa voix semblait étrange. Fluette, tendue. Oui, c'est moi. J'ai besoin de te parler de quelque chose. On peut se voir? C'est important. Important. La dernière fois que quelque chose était important, elle m'avait expédié vivre avec mon père. Mais j'avais 30 ans maintenant, pas 12. Je pouvais gérer n'importe quoi. Bien sûr. Quand? Demain. Je peux venir te voir. Elle n'avait jamais proposé de venir me voir auparavant. Cela aurait dû être mon premier signe d'alarme. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de chez moi l'après-midi suivant. Je suis arrivé le premier et j'ai pris une table au fond. Quand elle est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle avait beaucoup vieilli. La femme polie et parfaite de toutes ses publications sur les réseaux sociaux avait l'air mince et fatiguée. Ses vêtements étaient toujours chers, mais pendaient sur elle comme si elle avait perdu du poids. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. « Jake », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Tu as dit que c'était important. » Elle a commandé un café qu'elle n'a pas bu. Elle n'arrêtait pas de tripoter la sangle de son sac à main. Finalement, elle m'a regardé avec cette expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « J'ai une maladie rénale », dit-elle. Stade 4. Cela progresse depuis environ 3 ans, mais ça a empiré. Mes reins sont en train de lâcher et j'ai besoin d'une greffe. Je suis resté là, traitant cette information. Ma première pensée, et je n'en suis pas fier, fut de me demander pourquoi elle me disait ça à moi. Nous nous connaissions à peine à ce stade. J'étais essentiellement un étranger à qui elle avait donné naissance il y a 30 ans. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Parce que dire d'autre? Je suis sur la liste de transplantation depuis 1 an, mais les délais d'attente sont longs. 5, peut-être 6 ans. Je n'ai pas tout ce temps. Elle a fait une pause. J'ai besoin d'un donneur vivant. Voilà. La vraie raison de cette rencontre. Les jumelles ont été testées, a-t-elle continué. Aucune d'elles n'est compatible. Douglas n'est pas compatible non plus. J'ai fait tester la famille élargie, ma sœur, mes cousins, et pas de chance. Mais toi. Elle m'a regardé avec cet espoir désespéré. Tu es mon fils. Il y a beaucoup plus de chances que tu sois compatible. Je l'ai juste regardé. Après 18 ans passés à être pratiquement effacé de sa vie, elle voulait que je lui donne un rein. Je sais que nous n'avons pas été aussi proches que nous aurions dû l'être, a-t-elle dit, ce qui était l'euphémisme du siècle. Mais tu es mon fils. La famille s'entraide. C'est ce que nous faisons. La famille s'entraide. Cette femme qui avait choisi sa nouvelle famille à ma place quand j'avais 12 ans, qui avait manqué ma remise de diplôme du lycée pour un récital de danse, qui m'avait effacé de ses réseaux sociaux et de sa vie. Elle était assise ici à parler de famille comme si elle avait le moindre droit d'utiliser ce mot avec moi. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, bien sûr. Je comprends que c'est beaucoup. Mais Jake, sa voix s'est brisée. J'ai peur. Les médecins disent que si je n'obtiens pas de greffe bientôt, il me reste peut-être moins d'1 an. Une partie de moi, la partie qui était toujours cet enfant de 12 ans espérant que sa mère le choisirait, a ressenti quelque chose. De la sympathie peut-être, ou juste la réponse automatique à la vue de quelqu'un en souffrance. Mais la plus grande partie, celle qui avait passé 18 ans à apprendre à vivre sans elle, ne ressentait rien d'autre qu'un calcul froid. Je vais y réfléchir, ai-je répété. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider tout de suite. Elle a sorti son téléphone.
Est-ce que je peux te donner les coordonnées de mon médecin? Ils peuvent expliquer le processus, répondre à toutes tes questions sur les tests de compatibilité, et ce que le don impliquerait. J'ai pris les informations par politesse. Nous sommes restés assis là pendant 10 autres minutes gênantes pendant qu'elle parlait de son traitement, de son pronostic, de la peur de Sophie et Claire. Pas une seule fois, elle n'a posé de questions sur ma vie, mon travail, si je voyais quelqu'un. Tout tournait autour de sa crise et de ce que je pouvais faire pour la résoudre. Quand nous sommes finalement partis, elle m'a serré dans ses bras. Je suis resté raide comme une planche pendant qu'elle m'étreignait, murmurant « Merci. Merci ». Comme si j'avais déjà accepté quelque chose. Je suis rentré chez moi hébété et j'ai immédiatement appelé mon père. « Elle veut quoi ?» a-t-il explosé quand je lui ai raconté. « Un rein. Elle a besoin d'une greffe et veut que je me fasse tester pour voir si je suis compatible. » Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis papa a poussé un long soupir. « Mon fils, je ne peux pas te dire quoi faire ici. C'est ta décision, mais je veux que tu réfléchisses vraiment à ce qu'on te demande de donner. Ce n'est pas prêter 50 € à quelqu'un. C'est une intervention chirurgicale majeure. Des changements permanents à ton corps. De vrais risques. Je sais. Et je veux que tu penses à qui te le demande. Pas celle que tu souhaiterais qu'elle soit, mais celle qu'elle est réellement. La femme qui t'a abandonné parce que tu ne rentrais pas dans sa nouvelle vie, qui n'a pas été une mère pour toi depuis 18 ans, qui n'est revenue que parce qu'elle a besoin de quelque chose de toi. Il n'avait pas tort. Ce soir-là, j'en ai parlé à Jessica. Elle a écouté toute l'histoire, le divorce, le remariage, le fait d'être expédié chez mon père, les 18 ans à peine existants dans la vie de ma mère. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» m'a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. Je ne sais pas. Une partie de moi pense que je devrais aider parce que c'est la bonne chose à faire. Mais une autre partie de moi est en colère qu'elle ne revienne que parce qu'elle a besoin de quelque chose. Ces deux sentiments sont valables, a dit Jessica. Mais laisse-moi te demander ceci. Si tu donnais que tu lui sauves la vie, que penses-tu qu'il se passera après? Penses-tu qu'elle devienne soudainement la mère dont tu avais besoin à 12 ans? Ou penses-tu qu'elle prend ce dont elle a besoin et retourne à sa famille parfaite pendant que tu te remets d'une opération majeure? Je n'avais pas de réponse à cela. Au cours des jours suivants, ma mère a commencé à appeler régulièrement. Au début, c'était juste pour prendre de mes nouvelles, voir si j'y avais réfléchi. Puis cela a dégénéré en m'envoyant des articles sur le don vivant, des statistiques sur les taux de réussite, des témoignages de donneurs parlant à quel point il était épanouissant de sauver une vie. Puis les SMS ont commencé, provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Sophie et Claire, les jumelles qui avaient eu tout ce qui m'avait été refusé. Sophie, salut Jack. C'est Sophie. Maman nous a parlé du fait que tu pourrais peut-être aider. Nous avons vraiment peur. Elle est tout ce que nous avons. Claire, s'il te plaît, pense à aider notre mère. C'est la meilleure mère du monde, et on ne peut pas la perdre. La meilleure mère du monde. Je me demandais si elle savait quelque chose à mon sujet, ou si j'étais juste un parent éloigné qui s'était commodément manifesté avec des organes compatibles. Puis Douglas a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Jack, nous devons parler de la situation de ta mère », a-t-il dit, sans la moindre salutation. « Quoi à ce sujet ? Elle a besoin de cette greffe. Les filles sont dévastées. Cette famille a besoin que tu agisses et que tu fasses ce qui est juste. Cette famille. Pas notre famille, cette famille. » Exactement comme ma mère avait l'habitude de le dire. J'y réfléchis, ai-je dit. Y réfléchir? Ta mère est en train de mourir. Qu'y a-t-il à réfléchir? Si je veux subir une intervention chirurgicale majeure pour quelqu'un qui m'a abandonné quand j'étais enfant. Le silence fut brutal. Puis Douglas a dit de cette voix froide, ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es un adulte maintenant. Arrête d'être égoïste et aide ta mère. Je lui ai raccroché au nez. La campagne de pression a continué. Ma tante a appelé en disant que maman m'avait toujours aimé et que la famille devrait se serrer les coudes. Des cousins dont je me souvenais à peine ont envoyé des messages Facebook sur l'importance de la famille. Même des gens du groupe de l'église de ma mère ont commencé à me contacter, parlant de devoirs chrétiens et de pardon. C'était accablant. Mais cela m'a aussi fait réaliser quelque chose.
Pas une seule de ces personnes ne s'était souciée de savoir où j'étais ou comment j'allais au cours des 18 dernières années. Maintenant, ils avaient tous des opinions sur ce que je devais à la femme qui m'avait laissé tomber. J'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais probablement dû faire plus tôt. Je suis allé parler à quelqu'un qui s'y connaissait en don d'organes. Pas émotionnellement, mais médicalement et légalement. Un de mes amis, Carson, était infirmier à l'hôpital. Je l'ai appelé et lui ai demandé si nous pouvions parler. Le don de rein est une affaire sérieuse, a expliqué Carson pendant le déjeuner. C'est une opération majeure avec de vrais risques. Infection, saignement, caillots sanguins, réaction à l'anesthésie. La plupart des gens s'en sortent bien, mais la plupart n'est pas tous. De plus, vivre avec un seul rein signifie des changements de mode de vie permanents. Tu dois faire plus attention à certains médicaments. Tu as un risque plus élevé d'hypertension artérielle et de maladie rénale toi-même à long terme. Qu'en est-il de la récupération? 6 à 8 semaines avant de reprendre un travail normal, en supposant que tu n'aies pas de complications. Ça fait 6 à 8 semaines de perte de revenus si tu es auto-entrepreneur, ce que tu es. Et il n'y a aucune garantie que ta relation avec ta mère s'améliore après. En fait, d'après mon expérience, lorsque la dynamique familiale est déjà mauvaise, traverser quelque chose d'aussi intense les aggrave souvent. Cette nuit-là, j'ai fait une liste, 2 colonnes, raison de donner, raison de ne pas donner. Raison de donner, c'est ma mère biologique. Je pourrais lui sauver la vie. J'éviterai la culpabilité et la pression familiale. C'est techniquement la bonne chose à faire. Raison de ne pas donner, elle m'a abandonné quand j'avais 12 ans. Elle a choisi sa nouvelle famille plutôt que moi à plusieurs reprises. Elle ne revient que parce qu'elle a besoin de quelque chose. Opération majeure avec de vrais risques. Changement permanent à mon corps. Perte de revenus pendant la convalescence. Aucune garantie de compatibilité de toute façon. Même si je donne, rien n'indique que notre relation s'améliorera. Je ne lui dois rien. La liste n'était même pas proche. J'ai appelé ma mère et j'ai demandé à la revoir. Cette fois, j'ai choisi l'endroit, un parc près de chez moi où nous pouvions parler en privé. Elle est arrivée, l'air pleine d'espoir. Je détestais le fait que j'étais sur le point de la décevoir, mais j'avais pris ma décision. Je ne vais pas me faire tester, ai-je dit avant même qu'elle ne puisse s'asseoir. Son visage s'est effondré. Quoi? Pourquoi pas? Parce que je n'en ai pas envie. C'est une opération chirurgicale majeure avec de vrais risques, et je ne suis pas prêt à passer par là pour quelqu'un qui n'a pas été une mère pour moi depuis 18 ans. Mais je suis ta mère, dit-elle comme si ce mot signifiait quelque chose entre nous. Non, tu étais ma mère. Au passé. Tu as cessé d'être ma mère quand tu as choisi Douglas et ses filles à ma place. Tu as cessé d'être ma mère quand tu m'as expédié parce que je ne rentrais pas dans ta nouvelle famille parfaite. Tu as cessé d'être ma mère chaque fois que tu as manqué mes événements, oublié mon anniversaire, ou m'as effacé de ta vie. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle commencé. Mais tu m'en as fait. Pendant 18 ans, tu m'as fait du mal en n'étant pas là. Et maintenant, tu te présentes en me demandant de te donner une partie de mon corps. Ça ne marche pas comme ça. Elle a commencé à pleurer. Je suis en train de mourir, Jake. Est-ce que ça ne compte pas du tout pour toi? Bien sûr que ça compte. Je ne suis pas un monstre. Mais ton urgence médicale n'efface pas 18 ans passés à me traiter comme si je n'existais pas. Ça n'annule pas toutes les fois où tu les as choisis à ma place. Ça ne fait pas de nous une famille juste parce que tu as besoin de quelque chose. S'il te plaît, a-t-elle imploré. Je sais que je n'ai pas été parfaite, mais j'essaie d'arranger les choses maintenant. Laisse-moi arranger les choses. Tu ne peux pas arranger les choses en me demandant des organes. Ça ne marche pas comme ça. Si tu voulais arranger les choses, tu aurais dû le faire il y a des années. Quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée, quand j'ai eu mon premier vrai travail, quand j'ai acheté ma maison. Tu as eu plein d'occasions d'être ma mère à nouveau. Et tu as choisi de ne pas les saisir. Tu ne peux pas te présenter maintenant et exiger que je te sauve. Alors, tu vas juste me laisser mourir? Tu ne meurs pas à cause de moi. Tu meurs parce que tu as une maladie rénale. Je n'en suis pas responsable, et je ne suis pas responsable de la réparer. Tu as toute une famille que tu as choisie à ma place. Laisse-les trouver une solution. Je me suis levé pour partir. Elle a attrapé mon bras. Jake, s'il te plaît, pense à Sophie et Claire.
Elles ont besoin de leur mère. Et voilà. Même maintenant, même lorsqu'elle mendiait pour sa vie, elle faisait en sorte que cela parle d'elle. Alors j'espère qu'elles trouveront un donneur, ai-je dit, retirant mon bras. Mais ce ne sera pas moi. Je me suis éloigné d'elle qui pleurait dans ce parc et je n'ai pas regardé en arrière. Les répercussions ont été immédiates et laides. Mon téléphone a explosé de messages de membres de la famille me traitant d'égoïste, de cruel, de sans-cœur, me disant que je condamnerais ma propre mère à la mort, que je le regretterais pour le reste de ma vie. Douglas a appelé depuis un autre numéro que je n'avais pas bloqué. Tu es en train de la tuer. Tu le sais, ça? Tu es en train d'assassiner ta propre mère parce que tu n'arrives pas à oublier le passé. Je ne tue personne. Je ne fais que ne pas me porter volontaire pour subir une opération chirurgicale majeure pour quelqu'un qui m'a abandonné. Ce n'est pas la même chose. Elle est en train de mourir, a-t-il hurlé. Alors peut-être que vous auriez dû mieux traiter son fils quand elle en a eu l'occasion, ai-je dit et j'ai raccroché. Les jumelles ont envoyé d'autres messages. Ceux-ci étaient plus méchants. Moins axés sur la mendicité et plus sur l'attaque. Sophie, tu es une personne horrible. Comment peux-tu laisser quelqu'un mourir alors que tu pourrais aider? Claire, j'espère que tu pourras vivre avec toi-même sachant que tu as tué notre mère. Je les ai bloquées toutes les deux. Ma tante a tenté l'approche de la manipulation. Ta mère a fait des erreurs, mais ne veux-tu pas être la personne la plus grande? Montre-lui que tu es meilleur qu'elle ne l'a été. Je n'ai pas répondu. La seule personne qui m'a soutenu complètement était mon père. Il a appelé le jour après ma conversation avec ma mère. Comment tu te tiens, a-t-il demandé. Je vais bien. Je me sens comme une mauvaise personne, mais je vais bien. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es une personne avec des limites. Il y a une différence. Tout le monde pense que je la laisse mourir. Tous ces gens n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ils n'ont pas leur mot à dire sur ce que tu fais de ton corps. Il a fait une pause. Je suis fier de toi, mon fils. Je sais que ça n'aide pas avec la culpabilité, mais je suis fier que tu aies tenu bon pour toi-même. Cela a aidé plus qu'il ne le savait. Jessica a été mon roc à travers tout cela. Elle a filtré les appels, bloqué les numéros, et s'est physiquement interposée entre moi et un membre de la famille qui s'est présenté chez moi un soir pour me raisonner. C'est du harcèlement, a-t-elle dit à Douglas lorsqu'il a essayé de la dépasser à ma porte d'entrée. Partez immédiatement ou j'appelle la police. Il est parti, mais non sans me traiter de meurtrier une fois de plus. La campagne sur les réseaux sociaux était quelque chose d'autre. Des membres de la famille ont commencé à publier des choses vagues sur l'importance de la famille et les gens qui refusaient d'aider leurs proches. Certains étaient moins vagues et ont publié directement sur le don d'organes et comment quiconque pouvait aider mais choisissait de ne pas le faire commettait essentiellement un meurtre. Je suis resté complètement à l'écart des réseaux sociaux. J'ai supprimé les applications de mon téléphone. Quoi qu'il disait, je ne voulais pas le voir. 3 semaines après ma conversation avec ma mère dans le parc, mon père a appelé avec des nouvelles. J'ai entendu par la vigne que ta mère a trouvé un donneur. Mon estomac s'est serré. Elle a trouvé. Oui. Une organisation qui aide à faire correspondre les donneurs vivants avec les receveurs. Apparemment, elle était sur plusieurs listes et une a finalement abouti. Elle se fait opérer la semaine prochaine. Le soulagement m'a inondé si vite que j'ai dû m'asseoir. Elle avait trouvé un autre donneur. Je n'étais pas responsable de sa vie ou de sa mort. La culpabilité qui m'écrasait depuis des semaines s'est soudainement levée. C'est bien, ai-je réussi à dire. C'est vraiment bien. Ouais, dit papa. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je n'ai pas envoyé de fleurs ou de cartes, j'ai juste repris ma vie et j'ai essayé de faire comme si les dernières semaines n'avaient pas existé. L'opération a été un succès, selon le réseau de potins familiaux. La fonction rénale de ma mère s'est améliorée et son pronostic semblait bon. Sophie et Claire ont publié des messages reconnaissants sur les réseaux sociaux à propos du « donneur ange » qui avait sauvé la vie de leur mère. Pas une seule mention du fils qui avait dit non. Je pensais que c'était la fin. J'avais tort. 2 mois après l'opération, ma sonnette a retenti un samedi matin. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout là, l'air plus saine qu'à nos rencontres précédentes, mais toujours mince. Jake, dit-elle, on peut parler? Chaque instinct me disait de fermer la porte, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux?
Je voulais te remercier, dit-elle, ce à quoi je ne m'attendais pas, le donneur, c'était un étranger qui a vu mon histoire en ligne et s'est porté volontaire. Grâce à lui, je vais vivre. Et j'ai réalisé quelque chose à travers tout ça. J'ai attendu. J'ai réalisé que je n'ai pas de relation avec mon fils. Pas vraiment. Tu avais raison dans tout ce que tu as dit. J'ai choisi ma nouvelle famille à ta place et c'était mal. J'ai été une mauvaise mère et je suis désolé. L'excuse semblait creuse, trop tardive et trop pratique maintenant qu'elle avait obtenu ce dont elle avait besoin de quelqu'un d'autre. D'accord, ai-je dit. Je veux arranger les choses entre nous. Je veux redevenir ta mère si tu me le permets. Pourquoi maintenant? Parce que tu te sens coupable? Parce que tu as failli mourir et que tu as eu une épiphanie? Parce que j'ai réalisé que j'avais fui mes erreurs au lieu de les affronter. Je me suis convaincu que tu étais mieux avec ton père, que ma nouvelle famille avait plus besoin de moi, que le passé était passé. Mais tu avais raison. Je t'ai abandonné, et je veux réparer les choses. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné naissance, qui m'avait poussé hors de sa vie quand j'avais 12 ans, qui n'était revenue que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti. J'apprécie les excuses, ai-je dit, mais je ne pense pas pouvoir être ton fils et ni mort. Ce bateau a quitté le port il y a longtemps. Jake, j'ai construit une vie sans toi, une bonne vie. J'ai un père qui est vraiment présent. J'ai une petite amie qui m'aime. J'ai un travail dont je suis fier et une maison qui est la mienne. Je n'ai pas de trou dans ma vie là où tu étais, parce que j'ai rempli ce trou avec des gens qui se soucient vraiment de moi. Mais je me soucie de toi, a-t-elle insisté. Peut-être que tu t'en soucies maintenant. Mais tu ne t'en souciais pas quand ça comptait. Tu ne t'en souciais pas quand j'étais enfant à dormir sur un canapé dans un débarras. Tu ne t'en souciais pas quand tu as manqué ma remise de diplôme. Tu ne t'en es pas soucié pendant 18 ans. Je suis désolé que tu aies failli mourir. Je suis contente que tu aies trouvé un donneur, mais je ne peux pas être ton fils juste parce que tu te sens enfin coupable de la façon dont tu m'as traité. Elle pleurait à nouveau. Je ne peux pas changer le passé. Non, tu ne peux pas. Et je ne peux pas l'oublier. Alors, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne là. Tu as ta famille. J'ai la mienne. Laissons les choses comme ça. S'il te plaît, ne me rejette pas, a-t-elle imploré. Tu m'as rejeté en premier, ai-je dit doucement. Tout ce que je fais, c'est accepter ça et passer à autre chose. J'ai fermé la porte. Cette fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Mon père est passé ce soir-là avec des plats à emporter et nous avons regardé un match. Nous n'avons pas parlé de ma mère, ni de la conversation, ni de rien de tout cela. Nous nous sommes juste assis là comme nous l'avions fait 1000 fois auparavant, à l'aise dans la compagnie l'un de l'autre. C'est ce que la famille est censée ressentir. Jessica est rentrée tard d'un événement scolaire. Elle a enlevé ses chaussures, a pris de la nourriture et s'est blottie à côté de moi sur le canapé. Ta mère est passée aujourd'hui, ai-je dit. Oh, dit-elle, sans surprise. Elle s'est excusée. Elle veut construire une relation maintenant qu'elle est à nouveau en bonne santé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'ai déjà une famille. Je n'ai pas besoin qu'elle essaie d'être quelque chose qu'elle n'a jamais été. Jessica m'a serré la main. Bien. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Sophie allait se marier. L'invitation m'était adressée, mais il y avait une note manuscrite de ma mère au verso. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais cela signifierait beaucoup pour les filles si tu venais. Nous serions ravis de t'avoir. Je l'ai montré à mon père. Il l'a lu, a secoué la tête et me l'a rendu. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé. Rien. Je n'y vais pas, tu es sûr? Oui, je suis sûr. J'ai passé trop d'années à essayer de faire partie d'une famille qui ne voulait pas de moi. J'en ai fini avec ça. J'ai jeté l'invitation. Le mariage a eu lieu. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux par le biais d'amis communs. Tout le monde avait l'air heureux et parfait, comme toujours. Ma mère a posté des messages sur sa belle-fille et sa famille parfaite. Aucune mention de son fils qui avait choisi de ne pas y assister. Cela ne m'a pas dérangé. C'était leur famille, pas la mienne. 6 mois plus tard, j'ai demandé Jessica en mariage. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec les gens qui comptaient vraiment. Mon père,
La famille de Jessica, nos amis proches. C'était parfait, simple, authentique, rempli de gens qui s'étaient réellement montrés présents pour nous au fil des ans. Ma mère a envoyé une carte. C'était une carte de félicitations générique avec une note disant qu'elle nous souhaitait du bien et espérait que j'étais heureux. Je l'ai classée et je l'ai oubliée. La vie a continué. J'ai développé mon entreprise, acheté une plus grande maison, commencé à penser aux enfants. Le chapitre avec ma mère était clos, et j'étais en paix avec cela. Mon téléphone sonne parfois avec son numéro. Je ne réponds pas. Elle envoie des cartes pour mon anniversaire et à Noël. J'apprécie l'attention, mais je ne réponds pas. Nous existons sur des orbites séparées maintenant, et c'est comme ça que ça doit être. Parce qu'au bout du compte, la famille, ce n'est pas une question de biologie. C'est une question de qui est présent, de qui est là quand les choses se compliquent, de qui te choisit chaque jour, et pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Ma mère m'a appris cette leçon, mais pas de la manière dont elle l'avait prévu. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.